Au cœur de Lagos vivait une femme nommée Isabella, une vision de la classe, de la beauté et du droit tranquille. Avec ses talons de créateur, sa peau caramel impeccable et son élégance sans effort, elle n'était pas seulement admirée, elle était enviée. Mais au-delà de son apparence, ce qui la distinguait vraiment était la vie qu'elle avait bâtie, une vie de luxe et de contrôle. Elle était mariée à A.A.M., un homme dont la plupart des femmes rêvaient et peu le méritaient vraiment. Grand, réservé et infiniment généreux, A.A.M. n'était pas seulement riche, il était loyal jusqu'à l'extrême, un homme de dignité tranquille. Il veillait à ce qu'Isabella ne manque jamais de rien. Des cadeaux, des escapades, des repas gastronomiques, des écoles privées pour leurs enfants. Il ne se contentait pas de fournir, il choyait. Tout le monde regardait, et il formait le couple parfait. 2 belles filles, un yacht de week-end, un manoir tentaculaire, les voyages, les dégustations de vin en Italie. C'était le genre de vie sur laquelle les gens ne postaient que, mais derrière les tenues assorties et les sourires organisés, il y avait une vérité que seule Isabella pouvait voir. L'amour d'Isabella était lié au style de vie, pas à l'homme, pas à la lutte, pas au sacrifice. Elle se baignait dans l'éclat du luxe, et non de la loyauté. Ainsi, quand A.A.M. a tout perdu, l'illusion a commencé à se fissurer. Les partenaires se sont révoqués, ont disparu, et les comptes bancaires ont gelé. La richesse a disparu. A.A.M. ne lui a pas dit immédiatement. Il ne savait pas comment expliquer à une femme comme Isabella que la vie qu'elle adorait avait disparu. Alors, il a continué à sourire, en jouant avec les filles, agissant comme si de rien n'était. Mais Isabella a remarqué son silence au dîner, sa soudaine retenue avec l'argent, ses escapades distraites. Mais elle n'a pas pris la peine de demander. A.A.M. a attendu un mois à faire semblant de sortir et de revenir la nuit comme s'il avait toujours son travail, souriant et étirant un peu l'argent qui lui restait. Mais le poids était insupportable. C'était un homme d'honneur, et même s'il craignait sa réaction, il ne pouvait pas vivre dans la tromperie, surtout pas avec Isabella qui le regardait comme un faucon. Ce soir-là, l'électricité était coupée. Le générateur, qui bourdonnait généralement en arrière-plan, était silencieux, le carburant était épuisé. L'air était épais et immobile, et le silence dans le salon était plus fort que d'habitude. A.A.M. se tenait près de la fenêtre en regardant dehors, puis finalement, il s'est retourné. « Mon amour », il a dit doucement. Elle a levé les yeux, déjà irritée. « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Il a avalé difficilement. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Elle a posé le vin lentement et a croisé les bras. « J'écoute. » Il s'est assis à côté d'elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai tout perdu. La société, les contrats, le compte. »« Nous, qu'est-ce que tu veux dire, perdu ? Tout. » Elle a interrompu, sa voix s'élevant instantanément. « Il y a eu un scandale. Je n'étais pas impliquée, mais nous avons été impliqués. Les tiers ont retiré le tableau, il s'est effondré. J'ai essayé de récupérer, mais... » « Donc, nous sommes fauchés, » dit-elle en l'interrompant à nouveau. Il hocha la tête, les yeux baissés. « Mais nous avons toujours la maison et les propriétés. C'est juste qu'il y aura un manque d'argent pour le moment. Mais nous nous remettrons sur nos pieds, tôt ou tard. » Le silence. Puis vint le rire sec, incrédule. « Alors, juste comme ça. » Elle cracha. « Tu veux me dire que pendant que j'étais ici, pensant que tu planifiais un avenir, tu regardais en fait notre vie s'effondrer et ne disais rien. » J'essayais de te protéger, il a dit doucement. Me protéger, a-t-elle sifflé. Pour devenir la femme qui porte de vieux vêtements et mendie du diesel ? Tant que l'argent n'arrive pas et que je ne peux pas maintenir mon statut, alors nous sommes fauchés. Il n'a rien dit. Ces mots l'ont transpercé. Isabella se leva brusquement. Et tu es une blague. Tu es complètement embarrassant. Toutes ces années à me montrer la belle vie, seulement pour me réduire à ça. Isa, ne fais pas ça. Elle s'est précipitée dans la chambre en claquant la porte si fort que le cadre photo sur le mur a tremblé. Et à ce moment, A.A.M. a su. Ce n'était pas seulement un effondrement financier, c'était le début de quelque chose de bien plus qu'une guerre. Quand l'argent s'est vraiment tari, A.A.M. a su qu'il n'avait pas le choix. Il a rassemblé le personnel de maison, 2 femmes de chambre, le chauffeur et l'homme de sécurité, et, le cœur lourd, il a expliqué qu'il ne pouvait plus se permettre de payer leur salaire.
C'était l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait jamais prises. Je ne suis pas une femme de ménage, AM. Je suis trop classe pour ça. Mais les enfants, alors, tu le fais. Elle a cassé. Tu es celui qui a tout gâché. Il n'a rien dit. Depuis ce jour, il est devenu une armée à lui tout seul. Tous les matins à 4 heures du matin, il cuisinait des haricots, du riz bouillant, préparait des collations pour les filles. Il repassait leurs uniformes, tressait leurs cheveux en lignes inégales et les préparait pour l'école. Puis il les conduisait avant de partir chercher du travail en ville sous le soleil brûlant. Et pendant des mois, Isabella n'a rien fait. Elle n'a jamais levé un balai, elle n'est jamais entrée dans la cuisine, elle n'a jamais aidé avec les filles. Mais elle a quand même mangé. Chaque fois qu'elle avait envie d'aller dans la cuisine, tout ce qu'A.M. avait cuisiné, et s'en allait comme un invité dans sa propre maison. Les images me gâtent ou me laissent. Mon homme a dit que je méritais la meilleure. Isabella regardait ses messages avec des lèvres tremblantes. Son homme? Son homme était dehors, en sueur au soleil, à courir après des contrats impayés et espérant un miracle. La honte a commencé à avoir un goût familier. Puis un jour, elle a envoyé un message à Dame Yanda, l'une des femmes les plus marquantes de son cercle, et était tout ce qu'Isabella était autrefois, et plus, dégoulinante de diamants, volant en première classe à Abuja le week-end. Tante, toujours rayonnante, j'ai besoin de te parler en tête-à-tête. Ils se sont rencontrés 2 jours plus tard dans la maison de Dame Yanda. Elle a regardé Isabella avec une pitié calme. « Je sais pourquoi tu es ici, » a-t-elle dit. « Je n'attendais même pas une petite conversation. J'ai vu comment tu as arrêté de poster. Quand le statut se calme, la souffrance est forte. » Isabella a forcé un rire. C'est comme si tout avait disparu comme ça. Et Yanda s'est penchée. « Tu veux revenir dans le bon style de vie, la vie douce? Laisse-moi te dire ce que ton WhatsApp ne te montre pas. » Isabella a cligné des yeux. « Toutes ces femmes que tu regardes, que Dieu l'a fait, la vie, Alagi l'a fait, le politicien, les sugar daddy, trompent les maris d'autres femmes. Certaines d'entre elles n'ont pas vu leur vrai mari depuis des mois. C'est un jeu, Isabella. » Isabella a senti son estomac se tordre. « Tu veux dire qu'il triche? » Et Yanda a ri. « Tu penses que le combo fidèle et riche existe toujours? Réveille-toi. Soit tu pleures dans un manoir, soit pleure dans une seule pièce. Plus personne n'est fidèle à la gosse. » Silence. « Je peux te présenter à un Alagi, » a-t-elle ajouté avec désinvolture. « Mais tu dois être prêt. Une fois que tu as franchi cette ligne, tu ne regardes pas en arrière. » La gorge d'Isabella est devenue sèche. Cela semblait si facile, si normal, mais pour elle, ce n'était pas le cas. Elle a regardé ses mains tremblantes. « Il y a un problème, » a-t-elle marmonné. « Dans la culture d'A.M., si je le trompe, je deviendrai fou dans les 7 jours. C'est notre tradition. Nos gens ne jouent pas avec. » Yanda a fait une pause, le verre dans sa main s'est arrêté en plein vol. « Sérieusement? » « Oui, » Isabella a murmuré. « Ce n'est pas de la superstition, c'est réel. J'ai vu cela arriver. Une femme de notre village a perdu la tête parce qu'elle a triché. Elle marchait nue au bord de la rivière 3 jours plus tard. » Yanda l'a regardé pendant un moment, puis a ri doucement. « Et tu es toujours venu vers moi? » « Je suis désespérée, » Isabella a dit, à peine capable de croiser son regard. « Je veux juste que ma vie revienne. » Yanda s'est penchée en arrière, croisant les jambes. « Alors, tu dois décider ce qui est pire, la folie ou la médiocrité. » La question hantait Isabella pendant des jours. Chaque nuit, elle regardait son reflet et se demandait si elle était assez audacieuse pour tromper le destin, ou assez stupide pour essayer. Et à partir de ce moment, son âme a commencé à lutter contre la peur, l'avidité et une malédiction qui attend dans l'ombre. 3 jours plus tard, le téléphone d'Isabella s'est allumé avec un message de Lady Yanda. « Bébé, j'ai trouvé une solution à ton problème culturel. Appelle-moi dès que possible. » Le cœur d'Isabella s'est emballé. Elle n'a pas hésité. Elle a composé immédiatement. « Vous avez dit que votre culture punissait les femmes infidèles, c'est vrai. Je connais quelqu'un qui peut vous aider à le contourner. » Isabella a demandé à bout de souffle. « Oui. » Maintenant,
il y a des spiritualistes qui se spécialisent dans ces choses. Mon homme a aidé des femmes encore plus liées que vous. Vous avez juste besoin de suivre les instructions exactement. 1 heure plus tard, le cœur d'Isabella battait d'espoir quand ils sont arrivés. Le complexe était calme, trop soigné. Les murs étaient hauts, peints en blanc, et l'odeur de l'encens remplissait l'air. L'homme qui les a accueillis était grand, avec une expression calme mais illisible. Il portait un emballage blanc noué autour de sa taille, des perles rouges autour de ses poignets et un petit bâton sculpté dans sa main. Il n'a pas parlé immédiatement. Il a simplement regardé Isabella, l'étudiant comme s'il pouvait voir dans son âme. Après un long silence, il a parlé. « Vous voulez vous libérer de la malédiction », il a dit. Isabella a hoché la tête rapidement. « Oui, monsieur. Je veux vivre comme les autres femmes. Je ne veux pas devenir folle. » Il a hoché la tête. « La tradition qui lie la lignée de votre mari est forte, mais elle peut être redirigée. Elle peut être trompée. » Isabella se pencha en avant, désespérée. « Comment ?» Les yeux de l'homme se plissèrent. « Après votre infidélité, vous devez cuisiner pour votre mari dans les 7 jours. Pas avant, pas après. 7 jours exactement. S'il mange votre nourriture dans les 7 jours, la malédiction ne vous touchera pas. » Ses mains tremblaient maintenant. « Et s'il ne mange pas ? Parce que je n'ai pas cuisiné pour lui depuis des mois, donc je doute qu'il va manger. » La voix de l'homme est devenue plus grave. « Alors, la malédiction vous reviendra, et ce sera pire parce que vous avez essayé de le tromper. » Elle a avalé difficilement. « Et s'il mangeait la nourriture, que lui arrive-t-il » L'homme l'a regardé avec des yeux qui n'avaient aucune pitié. « Il meurt. » La pièce est restée immobile. Mais, il a ajouté, « S'il meurt, vous êtes pleinement libre. Les ancêtres le compteront comme une offrande spirituelle, et à partir de ce moment, les portes de la vie douce s'ouvriront à vous. » La bouche d'Isabella est devenue sèche. Elle avait rêvé de la liberté, l'argent et un retour sur son trône, mais pas en tant que veuve. « Je ne veux pas qu'il meure », elle a murmuré. L'expression de l'homme n'a pas changé. « Alors, ne trichez pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. » Le choix était clair et cruel. Alors qu'elle et Yanda quittaient l'enceinte, Isabella regardait par la fenêtre de la voiture en silence. Elle avait voulu un raccourci pour sortir de la lutte, maintenant elle tenait une clé mortelle, et tout ce dont elle avait besoin était une assiette de nourriture. Mais malheureusement pour elle, elle avait été méchante et sans cœur envers Aam, qui ne cuisinait pas pour lui, de leur maison et de leur fille. Alors, comment allait-elle commencer à agir gentiment et lui faire manger sa nourriture sans soupçon, après des mois sans cuisiner ni s'occuper de lui? Cela allait être une tâche presque impossible. 2 jours plus tard, Aam était déjà dehors comme d'habitude, à la recherche de son pain quotidien. Isabella est allée chez Lady Yanda. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe couleur vin qui serrait la silhouette, son maquillage était impeccable, sa perruque bouclée à la perfection. Mais derrière le glamour se trouvait une femme désespérée, effrayée et consumée par l'accord qu'elle avait fait avec les ténèbres. L'arrangement avait été fait par Dame Yanda. « Alagi est en ville », murmura-t-elle. « Si vous voulez être pris au sérieux dans ce cercle, c'est votre moment. Vous avez dit que vous êtes prêt, prouvez-le. » Isabella hocha lentement la tête. Sa bouche dit oui, mais son cœur battait comme un warrum. Alagi la ramassa dans un wagon noir, son eau de Cologne épaisse, sa voix douce. Il l'emmena dans un pantouse privé à l'équille, bougies allumées, du vin, musique douce jouant en arrière-plan. C'était luxueux, enivrant, mais Isabella n'était pas là pour le plaisir. C'était une transaction et un sacrifice. Avec chaque bouton qu'elle dégrafait, chaque faux sourire qu'elle portait, elle entendait les avertissements des spiritualistes dans sa tête. Une fois l'acte terminé, l'horloge commence à compter. 7 jours. S'il mange, tu es libre. S'il ne le fait pas, la folie entrera en toi comme le feu. Quand ce fut fini, elle se nettoya rapidement. Elle déclina le vin, ignora la tentative d'Alagi de la câliner et força un sourire. « Je dois y aller », dit-elle en se remettant dans sa robe. « Déjà ?» Il a demandé. « Oui », elle a dit, sa voix sèche. « J'ai quelque chose d'urgent à gérer. » Au moment où elle est rentrée à la maison, il était plus de 19 heures. L'enceinte était calme.
Ses filles étaient dans leur chambre en train de jouer. AM était dans le salon en train de lire un vieux livre, portant un t-shirt et un short usé. Il a levé brièvement les yeux quand elle est entrée. Aucun mot, aucun sourire, juste le silence. Elle ne l'a pas salué. Elle est allée directement dans la cuisine et a cuisiné. Elle a consacré tous ses efforts à allumer la cuisinière avec des doigts tremblants, broyer du poivre frais, assaisonner la viande de chèvre et remuer la soupe comme si sa vie en dépendait, parce que maintenant c'était le cas. Elle a servi l'eau fait à coups chaud avec du semovita, a ajouté de l'eau dans une cruche, a posé le tout doucement sur la table. Puis elle s'est tenue devant lui en essayant d'avoir l'air décontracté. « J'ai fait ton préféré. S'il te plaît, mange. » AM a jeté un coup d'œil à la nourriture, puis à elle. « Je n'ai pas faim. » Elle a forcé à rire. « Tu n'as pas mangé de la journée. »« Je vais gérer. » Ses mains ont commencé à transpirer. « AM, s'il te plaît, » a-t-elle murmuré, « goûte-le, juste un peu. » Il l'a regardé longuement et durement, quelque chose dans son esprit a changé. « Tu as cuisiné pour la première fois depuis des mois, » il a dit doucement. « Et qu'est-ce qui a changé ? » « Je voulais juste que les choses se passent bien. » Elle a posé l'assiette de soupe au fait accrue fumante devant lui. L'arôme remplissait la pièce, riche et invitant, le genre de repas qui symbolisait autrefois l'amour dans leur maison. Lentement, il prit la cuillère. Isabella se tenait à quelques pas de là, ses paumes en sueur, le cœur battant violemment dans sa poitrine. C'était le moment qui la libérerait des conséquences spirituelles de sa trahison ou l'enverrait dans une spirale dans la folie. Il ramassa un peu de soupe, le souleva vers sa bouche, puis un bruit sourd secoua la maison, suivi d'un cri aigu. « Papa !» Sans hésitation, AM a remis la cuillère dans l'assiette et s'est levée d'un bond. Isabella s'est retournée brusquement, figée sur place. Dans le couloir, leur plus jeune fille, un marqueur gisait sur le sol, sa jambe tordue à un angle étrange, un patin à roulettes jouait à côté. Son visage, des larmes coulaient sur son visage, ses cris perçant l'air comme du verre brisé. AM se précipita vers elle, la soulevant doucement dans ses bras. « Amaka, mon bébé, c'est bon, je suis là. » Elle s'accrochait à son cou en sanglotant. « Ma jambe, papa, ça fait mal. » Isabella s'est rapprochée, les yeux écarquillés avec panique, mais pas pour sa fille. « Apporte la bombe. » AM a aboyé, portant déjà l'enfant dans la chambre. Isabella s'est précipitée pour la chercher, ses doigts tremblants, son esprit tournait, non pas à cause de l'accident, mais parce qu'il n'a pas mangé. Il était là, la soupe sur la cuillère, et maintenant ça. Elle a appliqué le baume pendant qu'AM enveloppait sa jambe dans un chiffon propre. L'édème se formait déjà. « Nous irons à la clinique demain matin », il a dit en brossant doucement les cheveux d'Amaka de son front. « Tout ira bien, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, il n'est pas revenu à la table. Il s'est assis près du lit d'Amaka pendant des heures, lui caressant les cheveux alors qu'elle s'endormait, puis s'est affalé sur la chaise voisine, lourd d'inquiétude. L'homme qui avait passé toute la journée à courir après les opportunités était maintenant assis avec des yeux injectés de sang, trop fatigué et trop préoccupé pour penser à la nourriture. Isabella se tenait dans le couloir, regardant, ses mains serrées. La soupe était devenue froide, et sa fenêtre se fermait. Il lui restait 6 jours avant que la malédiction ne tourne les yeux sur elle, et ce qui aurait dû être le moment parfait où son mari mangeait sa nourriture sans soupçon avait été ruiné par un accident bizarre. Le destin lui avait arraché la cuillère de ses lèvres à la toute dernière seconde. Elle arpentait la cuisine, et une construction se soulevait en elle, non pas à sa fille, non, mais à la façon dont tout semblait jouer contre elle. Pourquoi maintenant, elle pensait, pourquoi aujourd'hui, de tous les jours? Ses yeux dérivaient vers l'assiette intacte sur la table. Elle pensait la réchauffer en se réveillant, supplier AM de manger, mais quelque chose lui disait que ça ne marcherait pas. AM était un homme qui souffrait, pas affamé. Son cœur était avec sa fille, et le sien se levait lentement, pris de peur. Le lendemain matin, Isabella s'est réveillée tôt. Elle a nettoyé le salon, a aéré les rideaux et a même mis une de ses vieilles robes d'Ankara, le seul style qui la faisait ressembler à une reine de la maison. Elle a réchauffé la soupe au fait accrue intacte et a préparé du semovita frais. Mais quand elle a vérifié la chambre des enfants, AM était sortie comme d'habitude pour son pain quotidien. Mais elle a décidé qu'aujourd'hui devait être le jour. Elle répétait des lignes dans sa tête. «
Je sais que j'ai été distant, mais j'essaie d'arranger les choses. Elle jouerait le rôle d'être douce, et même d'être désolée si c'était ce qu'il fallait pour le faire manger. Mais l'après-midi s'est transformé en soirée, et il n'y avait toujours aucun signe d'A.M. À 18h, son cœur battait à nouveau. Elle a appelé sa ligne. Ça a sonné. Il a choisi. A.M., j'ai préparé le dîner. Je pensais que peut-être. Je ne rentrerai pas tôt à la maison, il a dit, sa voix était étrangement optimiste. J'ai croisé mon ancien camarade de classe, Obina. Tu te souviens de lui? Isabella s'est raidie. Obina? Celui de la société immobilière. Oui. Nous nous sommes rencontrés dans une imprimerie. Il a dit qu'il cherchait quelqu'un avec mon genre d'expérience. Nous sommes sortis pour parler. Il a dit qu'il pourrait avoir quelque chose pour moi. Nous parlons encore de manger et examinons quelques propositions. En train de manger? Répéta-t-elle en se serrant la voix. Oui, nous sommes dans un endroit comme ça sur l'île. Cher, mais il a insisté. Isabella a avalé difficilement. Tu mangeras encore quand tu rentreras à la maison. Il y a eu une pause. Isabella, je suis rassasiée. J'en ai assez. J'ai cuisiné, dit-elle doucement. Je sais, il a dit, son ton s'adoucit. Merci. Réchauffe-le pour demain, d'accord. Avant qu'elle ne puisse protester, l'appel est terminé. Isabella se leva. Il avait encore mangé au restaurant, et cette fois avec quelqu'un qui pouvait tout changer pour lui. Elle se traîna vers la cuisine et regarda la marmite comme si elle l'avait trahi. Ce n'était plus seulement de la nourriture, c'était sa bouée de sauvetage, et pour la deuxième nuit consécutive, elle n'avait pas réussi à le lui faire manger. Elle arpentait la maison en silence, ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Elle manquait de temps. Chaque jour qui passait sans qu'il consomme le repas maudit, le poids spirituel sur ses épaules devenait plus lourd. Le troisième jour s'éloignait, et la peur s'installait. Cette nuit-là, elle se tournait et se retournait, hantée par le souvenir des mains d'Alagi sur elle, par le son de sa propre voix chuchotant « Je suis prête au spiritualiste ». Mais elle n'était pas prête pour ça. Elle n'avait pas été prête pour un mari que la vie ne cessait de retirer de son assiette. La porte s'ouvrit doucement peu après minuit. Isabella se redressa immédiatement, les yeux rouges, son emballage serré fermement autour d'elle. A.M. marcha, son visage illuminé du genre de sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Il avait l'air plus jeune en quelque sorte, plus léger, comme si un fardeau s'était levé. Il a enlevé ses chaussures en fredonnant un air qu'elle ne reconnaissait pas et est entré dans le salon sans remarquer la façon dont elle le regardait depuis les ombres. « Bella, » il a dit joyeusement, « tu es réveillée. » Elle a hoché la tête lentement. « Je t'attendais. » Il s'est effondré dans le canapé avec un soupir satisfait et a tendu les bras au-dessus de sa tête. « Obina, l'offre pourrait en fait être réelle, » il a dit, toujours rayonnant. « Nous avons parlé pendant des heures. Il veut que je vienne à Abuja avec lui demain. Il y a des gens qu'il veut que je rencontre, des chefs d'entreprise. Il est convaincu qu'il peut m'aider à décrocher quelque chose de significatif. » Isabella cligna des yeux. « Demain. » « Oui. Nous partirons tôt. À 6 heures précises. 3 jours, peut-être 4. » Son estomac s'est effondré. 4 jours? Cela lui prendrait au-delà du 7e jour. Elle a avalé difficilement en forçant son visage à rester calme. « Tu viens de rentrer. Tu ne penses pas que tu devrais te reposer avant de voyager? »« Je peux me reposer plus tard, » il a dit, assis droit. « Bella, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis des mois. Tu sais combien de temps j'ai prié pour une porte ouverte? Obina croit en moi. Il a dit que j'avais juste besoin de me présenter devant les bonnes personnes. » Elle a hoché la tête lentement et fermement. « Je suis heureuse pour toi, » dit-elle, mais sa voix ne correspondait pas à ses mots. A.M. ne semblait pas remarquer. Il était trop excité, trop pris dans l'espoir de la rédemption. Il se leva, l'embrassa doucement sur le front et ajouta « Tout ira bien, Bella. Je peux le sentir. » Puis il alla dans la chambre pour voir les filles, la laissant dans le salon calme avec ses pensées. Il partait demain. La nourriture n'aurait pas d'importance plus, il ne serait plus là pour manger quoi que ce soit. Et si elle le forçait, si elle essayait de le culpabiliser ou de pousser trop fort,
Il ressentirait quelque chose, il soupçonnait déjà. Elle pouvait le voir dans la façon dont il la regardait maintenant, avec des yeux attentifs, des yeux qui mesuraient son ton, ses gestes, son retour soudain à la cuisine après des mois de négligence. Elle se leva lentement et alla à la cuisine. La marmite d'eau fait accouée était toujours là, froide, lourde avec une intention insatisfaite. Elle l'ouvrit et regarda l'épaisse surface d'huile et de poivre. Juste une assiette. C'était tout ce dont elle avait besoin pour un repas pour réinitialiser son destin. Et maintenant la fenêtre se fermait. Demain, il prendrait un vol pour Abuja, et elle serait ici seule, à attendre la folie. Les larmes la piquaient, mais elle refusait de pleurer. À la place, elle était assise près du mur de la cuisine, enveloppée dans le silence, regardant la nuit se fondre dans la lumière fragile du matin. L'homme qu'elle avait autrefois qualifié d'échec se levait à nouveau, et elle tombait vite et sans elle. À 5h30 du matin, A.A.M. était prêt. Il portait un costume qu'elle ne lui avait pas vu depuis des mois, propre et repassé. Il avait l'air différent, plus déterminé. Il a embrassé les filles endormies, a pris son sac et s'est dirigé vers la porte. « A.A.M. » a-t-elle appelé doucement. Il s'est retourné. « Oui. » « Mange quelque chose avant de partir. J'ai réchauffé. »« Je vais prendre quelque chose à l'aéroport, » il a dit en souriant. « J'appellerai quand nous atterrirons. Je crois que quelque chose de bien nous attend là-bas. » Il n'a pas attendu sa réponse. Il est sorti, a fermé doucement la porte derrière lui et est parti. Dès qu'il était 7h du matin, Isabella est entrée en action. Elle a attrapé son sac à main, a arraché son foulard, a enfilé une paire de pantoufles et s'est précipitée dehors, son cœur battant comme un tambour de salle dans sa poitrine. 4 jours plus tard, elle a signalé un kiki essoufflé à l'équiphasin. « Vite !» Elle a crié. 25 minutes plus tard, elle frappait sur la porte de Dame Yanda, sa tête en désordre, son emballage glissait presque de son épaule. La porte s'ouvrit et l'un des gardes cligna des yeux en signe de surprise. « Madame Isabella. » « C'est urgent », elle a aboyé. 1 minute plus tard, elle a fait irruption dans le salon meublé avec goût de Yanda. Elle était allongée sur un canapé en velours en pyjama de soie, en sirotant du thé et en parcourant son téléphone. « Isabella. » dit-elle en haussant un sourcil. « Pourquoi respirez-vous comme si vous aviez fui une émeute ?» Isabella s'est effondrée sur une chaise. Il est parti. Il a voyagé. Il a dit qu'il allait à Abuja pour affaire avec Obinna. Il est parti ce matin. Yanda a cligné des yeux. Ok, c'est bien maintenant. Peut-être qu'il trouvera du travail. Isabella a levé les yeux, fou. Tu ne comprends pas. Il est parti sans manger la nourriture. La nourriture. La soupe maudite. Il ne me reste que 4 jours. S'il ne mange pas. Il a mangé dehors avec Obinna. Et maintenant ce matin, juste comme ça, il est parti. Yanda est restée silencieuse pendant un moment, ses doigts tapant sur sa tasse. Tu as 4 jours. C'est serré, Isabella. C'est impossible. Il a dit qu'il serait parti pendant 3, peut-être 4 jours, et tu sais A.M., il pourrait rester plus longtemps si quelque chose arrive. Et s'il ne mange que de la nourriture au restaurant tout le temps? Et s'il revient le 8e jour? Et Yanda se lève en faisant les 100 pas maintenant. Ok. Pense que peut-être que nous pouvons impliquer à nouveau le spiritualiste. Il pourrait y avoir une contre-attaque, un rituel de secours, ou quelque chose pour prolonger le temps. Je ne veux pas prolonger quoi que ce soit, a cassé Isabella. Je veux qu'il mange. Je ne peux pas devenir fou, Yanda. Je l'ai vu arriver, je l'ai vu. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle agrippait ses genoux. Yanda a posé une main sur son épaule. Tu dois te calmer. Je ne peux pas. Isabella a crié. Tu ne comprends pas. C'est déjà commencé. Yanda l'a regardée, essayant de ne pas admettre qu'elle n'était pas plus malin que les ancêtres. Le lendemain matin, Isabella ne pouvait pas s'empêcher de se gratter la peau. Cela a commencé par une légère démangeaison derrière le cou, puis a rampé le long de sa colonne vertébrale, s'étendant comme de minuscules fourmis invisibles. Pas d'éruption cutanée, pas de bosse, juste ce sentiment persistant que quelque chose rampait sous sa peau, et cela ne s'arrêtait pas. A.M. n'avait pas répondu non plus,
et sa ligne continuait d'aller directement à la messagerie vocale. Elle avait tout essayé, en l'appelant, en lui envoyant un message via le téléphone de la fille, même en lui envoyant une note vocale prétendant qu'un des enfants était tombé malade. Rien. Aucune réponse. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis son départ, et avec chaque heure qui passait, le silence devenait plus fort et l'air autour d'elle plus lourd. Le soir, elle commençait à entendre de légers murmures. Un pot de soupe intacte était toujours dans le réfrigérateur, mort et froid, tout comme ses options. Elle a essayé de manger, mais tout avait un goût de cendre. Puis, juste avant minuit, son téléphone s'est allumé et j'appelle. Son cœur a bondi. Elle a répondu immédiatement en essayant de calmer sa voix. « Bonjour ? Bonjour, AM, mon amour. » Il a dit, son ton calme mais distant. « Je viens de voir vos messages. J'ai été en réunion toute la journée. » Elle a presque pleuré de soulagement. « Comment va Abuja ? Quand reviens-tu ? » Il y a eu une pause. « Pas encore sûr, » il a dit. « Les choses vont bien ici. Obina me connecte aux gens. Je pourrais rester jusqu'au week-end. » La main d'Isabella agrippa le cadre de lit. Ce serait le 8e jour. « Tu ne peux pas rentrer à la maison plus tôt ? » dit-elle, sa voix tremblait. « Juste pour une journée. Les filles, tu me manques. » « Tu me manques », une autre pause. Puis il a soupiré. « J'essaierai, mais rien ne promet. » Il a mis fin à l'appel. Elle n'a pas bougé, n'a pas respiré. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui déchirer la poitrine. À l'extérieur, le vent se levait, les arbres se balançaient violemment. Une forte détonation résonnait dans l'enceinte. Quelque chose est tombé, peut-être une tôle de toiture lâche ou une poubelle, mais cela ressemblait à du tonnerre. Elle a couru vers la fenêtre en jetant un coup d'œil par la rue, mais la rue était déserte. Quand elle s'est retournée, elle a vu une ombre qui vacillait à travers le mur du salon. Juste une seconde, juste derrière le rideau. Elle se figea. « Qui est là ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Pas de réponse, seulement le silence et le son de son propre battement de cœur. L'horloge sur le mur sonnait plus fort que d'habitude. Il restait 3 jours, mais quelque chose avait déjà commencé. Les ancêtres n'attendaient pas la date limite. Ils regardaient, et elle pouvait le sentir maintenant dans ses os, dans ses rêves, dans la façon dont les miroirs apercevaient des choses qui ne devraient pas être là. Isabella se serra la tête en se murmurant. « S'il te plaît, laisse-le revenir. Lui manger. Je ne voulais pas. Je ne l'ai pas fait. » Mais les murmures derrière elle n'ont fait que devenir plus forts. Le 5e jour, Isabella n'avait pas dormi. Des cernes noires l'encadraient, autrefois des yeux radieux. Ses cheveux, toujours bien fixés, maintenant s'accrochait à son cuir chevelu à cause de la sueur. Elle pleurait, en priant, ses lèvres avaient bougé, mais son cœur était trop loin pour trouver les mots. Elle ne prenait plus la peine de manger. Chaque son la surprenait. Chaque coin de la maison se sentait vivant en la regardant, chuchotant. Ce matin-là, son reflet bougeait avant elle. Elle cria en reculant, le miroir de sa chambre renversant une bouteille de parfum. Le verre brisé sur le sol remplissait l'air d'un parfum qui lui retournait l'estomac. Elle se couvrit le visage en haletant. Était-elle en train de l'imaginer, ou le reflet lui souriait-elle réellement? Elle n'a pas attendu pour découvrir. À 9 heures, elle était de retour chez Dame Yanda, cette fois-ci sans y être invitée. Elle a poussé devant les portiers confus, a marché dans le couloir pieds nus et a fait irruption dans le salon. Yanda se prélassait avec une autre amie, Amara, une des épouses d'élite connue pour son comportement stone cold et sa page Instagram sertie de diamants. Elles ont toutes les deux levé les yeux, Isabella surprise, et se sont levées. « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La voix d'Isabella était craquelée et sèche. Il n'est toujours pas de retour. C'est le 5e jour. Et 5e jour, il n'a pas mangé. Il est toujours à Abuja, et je suis. Elle s'est effondrée en s'effondrant sur la chaise la plus proche, à bout de souffle, comme si elle avait couru un marathon. Je vois des choses. J'entends des voix. Mon ombre bouge devant moi. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas penser. Que quelque chose me suit. Quelque chose attend. Le visage de Yanda pâlit. Même Amara avait l'air inquiet.
Tu as dit que la malédiction de ton peuple commençait le 7e jour. Yanda a dit prudemment. C'est déjà commencé, Isabella a sifflé. Je peux le sentir. Yanda a échangé un rapide coup d'œil avec Amara, puis elle a dit. Peut-être qu'il y avait un autre moyen. Peut-être que tu peux lui envoyer de la nourriture. Abuja n'est pas Mars. Nous pouvons mettre la nourriture dans une glacière, l'envoyer en bus, le faire manger là-bas. Non. Isabella a crié. Il ne le fera pas. Il soupçonne déjà. Il ne mangera même pas à la maison. Penses-tu qu'il mangera quelque chose que j'envoie à travers les frontières de l'État? Elle lui a serré la tête. J'ai besoin de revoir le spiritualiste. Il doit avoir une autre solution. Il doit y avoir un deuxième rituel, un renversement, quelque chose. Et Yanda a hoché la tête lentement et a déjà attrapé son téléphone. Ok, asseyez-vous. Je l'appelle. Nous y allons maintenant. Mais même pendant qu'elle parlait, l'air dans la pièce avait changé. Tu n'as pas simplement franchi une ligne, Isabella. Tu l'as franchie avec du sang sur les mains. Les lèvres d'Isabella tremblaient parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'Amara avait raison, et que le temps passait toujours. L'après-midi, ils étaient de retour au complexe spirituel, mais ce n'était pas la même chose. L'air était épais, le soleil, bien que toujours haut, semblait plus faible. Il n'y avait pas d'oiseaux gazouillant cette fois, pas d'encens brûlant doucement. À la porte, juste le silence et le faible grondement du tonnerre lointain, bien que le ciel soit clair. Isabella sortit de la voiture pieds nus, son emballage était inégal, ses yeux écarquillés de peur. Yanda suivit, plus silencieux que d'habitude, le téléphone caché, les bijoux enlevés. La porte du sanctuaire était déjà ouverte. À l'intérieur, le spiritualiste était assis au centre de la pièce, les yeux fermés, des perles pendaient à son cou, un tissu blanc étroitement enroulé autour de sa taille. Son bâton reposait à côté de lui, mais cette fois, il y avait 3 bougies rouges allumées à ses pieds et un bol d'argile rempli de cendres et d'huile de palme était assis devant lui. Il ne les salua pas quand ils entrèrent. Il ouvrit seulement les yeux lentement et regarda Isabella avec un regard calme et entendu. « Tu es arrivée en retard, » il dit. Isabella tomba à genoux instantanément. « S'il te plaît. Je ne savais pas que ça arriverait si vite. Il est parti. Il n'a pas mangé. J'ai essayé. J'ai tout fait, mais quelque chose continue de se mettre en travers du chemin. L'homme n'a pas cligné des yeux. Tu penses que les ancêtres sont des imbéciles. Il a dit doucement. Tu penses que tu peux tromper le sang? Les serments? Jouer à des jeux avec les lois sacrées transmises des générations. Je ne voulais pas, qu'elle a commencé, mais il a levé la main, et elle s'est tue. Tu m'as demandé de rompre une alliance qui est plus ancienne que ton nom. Je t'ai prévenu. Je t'ai donné la seule façon. Tu l'as pris, et maintenant tu n'as pas réussi à la terminer. Yanda s'est avancé. S'il te plaît, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Pas de seconde chance. Elle s'effondra. Il a regardé Yanda, puis en arrière à Isabella. Il n'y a pas de renversement, dit-il froidement. Au moment où elle a ouvert ses jambes à un autre homme, la réaction en chaîne a commencé. La loi exige un équilibre. Soit il mange, soit elle paie. Le souffle d'Isabella m'est resté. 2 jours, murmura-t-elle. Tu ne peux pas m'aider à lier les esprits? Les retarder. Il se pencha vers l'avant, les yeux maintenant tranchants comme des couteaux. Ils sont déjà là. Il trempa son doigt dans le bol de cendre et d'huile de palme et étala une ligne sur son front. Il murmure ton nom dans le vent. Il marche à côté de ton ombre. Les signes ont commencé à ramper. Les murmures, les reflets en mouvement. Tu as déjà ouvert la porte. Elle est tombée prostrée, face au sol froid. S'il te plaît, je ferai tout. Je ferai. Tu deviendras veuve, dit-il, ou tu perdras la tête. Il n'y a pas de juste milieu. Les bougies clignotèrent violemment, et dehors, le tonnerre craqua sur un ciel sans nuages. Isabella laissa échapper un doux son brisé, quelque part entre un sanglot et un cri, parce que maintenant elle savait qu'elle n'avait plus d'option, et que les ancêtres ne regardaient plus. Ils arrivaient. Le 6e jour, Isabella n'a pas quitté sa chambre. La maison autrefois immaculée était maintenant presque calme. Des assiettes creuses empilées dans l'évier, le salon était en désordre,
et l'air sentait le renfermer. Les filles, sentant que quelque chose n'allait pas autour de la maison, se chuchotant et s'accrochant à leur nounou, qui était revenu à la demande paniquée d'Isabella. Mais Isabella s'estompait. Elle était assise sur le sol de la chambre, dans sa robe de nuit, ses cheveux défaits, ses yeux enfoncés et ses doigts écarquillés se grattaient distraitement ses bras. Ses lèvres marmonnant des mots qui n'avaient pas de sens. Les murmures n'avaient pas arrêté. Il la suivait de miroir en miroir, résonnant dans ses oreilles même lorsqu'elle les couvrait. Quand elle dormait brièvement, elle rêvait de feu léchant à ses pieds, d'être poursuivie par des femmes sans visage qui portaient la voix de sa mère. Elle se réveilla en sursaut en haletant, seulement pour trouver son propre reflet la regardant avec un sourire narquois. Elle ne pouvait plus dire ce qui était réel. A.M. n'avait pas appelé. Il n'avait pas envoyé de message. Elle ne savait même pas s'il était toujours à Abuja ou déjà de retour, la regardant depuis les ombres, comme si les esprits qu'elle avait invoqués, la malédiction, n'attendaient plus le 7e jour. Elle se déroulait, et maintenant, elle était vivante dans sa maison. Au moment où le matin se levait le 7e jour, Isabella était méconnaissable. Sa perruque avait disparu, son emballage pendait sur une épaule, ses jambes étaient sales comme si elle avait marché pieds nus dans la poussière pendant des heures. Elle était assise dehors sur la véranda, se berçant comme une enfant, marmonnant. « Je voulais juste être vue. Je voulais juste vivre. » Et puis, le portail a grincé. Une voiture noire est arrivée lentement. A.M. est sorti. Il avait l'air plus fort, plus net, sa peau brillait de paix, et ses pas étaient fermes. Derrière lui arrivaient Robina et 2 autres hommes bien habillés en costume. Ils riaient alors qu'ils discutaient, emportant clairement des porte-documents et des dossiers en route vers une autre réunion. A.M. s'arrêta quand il la vit. Isabella se leva lentement, vacillant légèrement sur ses pieds. Son sourire s'effaça, et il se dirigea seul vers elle, ordonnant aux hommes d'attendre à l'intérieur. « Bella », il dit doucement. Elle le regarda, ses yeux étaient vitreux, ses lèvres tremblantes. Sa bouche ouverte, mais aucun mot ne vint, seulement un son rauque et sec, un murmure de ce qui était autrefois sa voix. Il l'a regardée pendant un long moment, puis a finalement dit « Je sais tout ». Elle est tombée à genoux, les larmes ont coulé sur ses joues, mais elle n'a pas supplié, elle ne pouvait pas. Il s'est agenouillé à côté d'elle, a baissé la voix. « Tu as essayé de me tuer. » Elle ne l'a pas nié. « Tu as invité les esprits dans notre maison. » Elle n'a toujours rien dit. « Je serais mort sans grâce. » Elle a poussé un sanglot. Il s'est levé. « Je suis revenu chercher mes filles. Toi. » Il s'est arrêté pour la regarder. « Tu es odieux maintenant. » Elle a levé les yeux, sauvage. « Aide-moi, A.M., s'il te plaît. »« Je l'ai déjà fait, » il a dit. « Je t'avais pardonné. Mais le pardon n'arrête pas les conséquences. » Il s'est retourné et est entré dans la maison sans jamais se retourner. Ce soir-là, Isabella a été retrouvée par des voisins errant dans la rue, pieds nus, sa robe à l'envers, criant des versets de la Bible et chantant des comptines. Des mois plus tard, A.M. se tenait sur le balcon de son nouveau duplex à Gwarinpa, Abuja. L'air était frais, le ciel était clair, le son des rires de sa fille résonnait derrière lui. Il avait trouvé la paix. Ses affaires avaient repris grâce aux relations d'Obina, qu'il avait reconstruites de toutes pièces, non pas avec rage ou revanche, mais avec grâce. Les gens lui demandaient souvent pourquoi il n'avait pas rendu publique la trahison d'Isabella, pourquoi il n'avait pas appelé la police, l'avait expulsée. Mais il disait toujours la même chose. Quand les dieux se battent pour vous, vous n'intervenez pas. Isabella vivait maintenant tranquillement dans le village sous la garde de sa mère, surveillée de près par un prêtre local. Certains jours, elle était lucide. D'autres jours, elle parlait aux ombres et dansait au clair de lune. La malédiction ne l'avait pas tuée, mais elle avait pris son esprit. Les femmes de la ville utilisaient son histoire pour avertir leurs filles. Les hommes de la famille d'A.M. l'appelaient une délivrance divine. Et A.M., il est parti, non pas avec amertume, mais avec la dignité tranquille d'un homme qui avait traversé le feu et en est sorti propre. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'aimer, commenter et de vous abonner.